Merci aux orateurs de m'avoir associé à ce 30e congrès national de la STPI et ce premier congrès francophone de pathologie infectieuse de microbiologie clinique. Il m'a été demandé de parler de notre plan d'action de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C'est un plan dont j'ai un peu suivi et plutôt coordonné les différentes étapes de son élaboration. Et juste, comment ça fonctionne ça? On appuie sur quoi? Réveil. Il est à l'émine. D'accord. Mais juste un rappel, de toute façon je ne vous en apporte rien de spécial, c'est que l'antibiorésistance est un problème majeur de santé publique mondiale qui représente une menace sanitaire et financière. Quand on dit sanitaire, puisque il est à l'origine, ce phénomène est à l'origine d'une grande morbimortalité. Avec, je donne un chiffre, on rapporte pratiquement des centaines de milliers de décès par an suite à ces infections à des germes multirésistants. Et par rapport au coût, ce qui est rapporté, c'est plus de 100 000 milliards de dollars par an pour la prise en charge de ces infections. Et ce que l'on craint, c'est que ces infections bactériennes, dans quelques années, donc d'ici à 2050, le risque, c'est que ces infections risquent d'être la première cause de mortalité de par le monde. Alors, ce plan a été validé le 7 septembre 2019, donc il fête un petit peu ses 2 ans cette année. Et il a été élaboré selon l'approche One Health, puisqu'il a intéressé aussi bien la santé humaine que animale et l'environnement. Et ça a été fait sous la coupe d'un comité national qui était multidisciplinaire et qui a été créé le 2 janvier 2015. Avant de vous parler du plan proprement dit, je vais vous donner quand même quelques données sur les résistances bactériennes en Tunisie. Je suis contente que les microbios soient là, puisqu'ils ont participé à ce rapport. Et là, je me suis un peu basée sur, le travail qui est en train d'être fait par professeur Léa Boutib, qui, elle, dirige le laboratoire national de référence et qu'elle est en train de faire avec la collaboration de microbios qui sont les représentants des 11 sites de surveillance avec lesquels elle travaille, et bien sûr avec l'appui de l'EMRO. C'est une analyse de certaines bactéries et qui ont été donc isolées au niveau de certains prélèvements, certainement des bactéries d'intérêt. Je commence par la Cinetobacter baumannii. Comme vous voyez, il y a des chiffres effrayants de résistance au carbapénème qui avoisinent les 80 voire 90% en fonction des prélèvements. J'ai pris là les souches urinaires de Klebsiella pneumoniae. Alors vous voyez qu'on a une résistance au C3G dans pratiquement 40% ou plus. Pareil pour les fluoroquinolones, pareil aussi pour la gentamicine. Pour les KPB-LSE, elles sont de l'ordre de 30% dans les urines pour arriver jusqu'à pratiquement 70% dans les hémocultures. Et quant à la résistance au carbapénème de Klebsiella pneumoniae, comme vous voyez là, elle varie de 10 à 12% dans les urines jusqu'à arriver à pratiquement 30% dans les hémocultures. Là, on parle d'Escherichia coli, des souches urinaires essentiellement. Vous voyez qu'on a déjà des résistances au C3G qui avoisinent les 20% voire plus, et un peu plus par rapport aux fluoroquinolones, et des résistances à la gentamicine dans 15% des cas environ. Alors, voilà un petit peu la tendance de CODI. La fréquence dans les urines, elle avoisine les 20%. Et un peu plus dans les autres prélèvements, notamment dans les hémocultures, elle avoisine les 30%. Pour les Pseudomonas aeruginosa MDR, alors là aussi, vous avez des chiffres alarmants, la fréquence qui dépasse en moyenne les 70%. Là, vous voyez un petit peu l'évolution de cette résistance, donc cette multirésistance de Pseudomonas, qui est un petit peu stable dans le temps. Bon, on a l'impression qu'il y a une petite baisse. Je crois que notre ami Dr Hamemi, peut-être qu'il nous donnera une explication, je ne sais pas, puisque là, ça a intéressé la dernière période de 2014 jusqu'à 2018. Donc, c'était avant la Covid, parce qu'on pourrait se dire que, bon, c'était durant la période Covid où on a consommé moins d'antibiotiques. Alors, pour le Staph aureus, chez nous, il ne nous pose pas autant de problèmes que les BGN. On a une résistance donc, par rapport au SARM. C'est stable, c'est entre 18 et 20%, parfois un peu plus selon les prélèvements.
Alors là, pareil, ça témoigne de la stabilité de ces armes dans le temps depuis 2014. Par contre, c'est le Fessium qui nous pose de gros problèmes puisqu'il est résistant à l'avocat dans pratiquement 40% des cas. Alors, en parallèle, j'ai essayé d'avoir une petite idée sur la consommation en antibiotiques durant cette période et j'ai emprunté quelques slides à la DPM, donc la Direction de la pharmacie et du médicament, donc une évolution de la consommation qui a intéressé la période 2015-2019. Et bien là, vous voyez, en nous comparant un petit peu à la Grèce, alors là, on est en bleu ciel, c'est la Tunisie, là. La Grèce, juste à côté, en gris, c'est la France, et en rouge, je suppose, c'est les Pays-Bas. Donc, on consomme beaucoup d'antibiotiques. On consomme pratiquement 3,5 fois plus que les Pays-Bas, beaucoup plus quand même que la France. On est juste derrière, disons, le mauvais élève de l'Europe, qui est la Grèce, en matière de consommation d'antibiotiques, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous consommons surtout? Alors, vous voyez sur la première ligne, là j'ai encadré en rouge, on est de gros consommateurs de pénicilline, et avec en tête de liste ce fameux amoxyacide clave. Et là aussi, pareil, on consomme beaucoup de fluoroquinolone, contrairement aux autres, quand même, pays que vous voyez, qui sont beaucoup moins consommateurs que nous au niveau de ces deux familles d'antibiotiques. Alors là, par rapport au carbapénème, là aussi, on assiste à une augmentation de la consommation en carbapénème au fil du temps. Et là, on consomme 2 fois plus que la France, 4 fois plus que les Pays-Bas et toujours beaucoup moins que la Grèce. Donc, nous avons une petite idée. Donc, il y a une augmentation de la résistance bactérienne et en parallèle, une surconsommation en antibiotiques. Donc, on est en train un petit peu de faire le parallèle. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé à élaborer notre plan. Il n'y a rien de sorcier par rapport au plan. On a été fortement soutenu par l'OMS, donc on s'est un petit peu inspiré du plan d'action global qui a été proposé par l'OMS, qui comportait du moins 5 objectifs. Nous en avons gardé 4. Alors notre plan devait répondre au premier objectif, c'était essentiellement la sensibilisation. Donc c'est pour mieux faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux antimicrobiens grâce à 3 canaux essentiels: la communication, l'éducation et une formation efficace. Le second objectif, c'est le renforcement de la base de connaissances fondée essentiellement sur la surveillance bactérienne et aussi la recherche. Le troisième objectif, c'est les infections associées aux soins, c'est donc réduire l'incidence de l'infection grâce à des mesures d'assainissement efficaces, d'hygiène et de prévention. Et bien sûr, le quatrième objectif, c'est la rationalisation de l'usage des antibiotiques, tant en santé humaine qu'animale, parce qu'on le sait tous, cette consommation en antibiotiques, elle est très très liée. Donc, d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, je n'ai pas les chiffres ici, mais quand on avait préparé le plan, eh ben, les vétérinaires avaient rapporté des taux de résistance élevés des bactéries qu'ils isolaient et qu'ils consommaient énormément d'antibiotiques, on va le voir. Alors, le premier axe, je rappelle que c'était la sensibilisation. C'était essentiellement des actions ciblant le grand public et les professionnels de santé, animale et humaine, aux enjeux individuels et collectifs, donc au risque du mésusage des antibiotiques et surtout au niveau du problème de l'antibiorésistance à travers les 3 canaux que je viens de citer. Alors, premier objectif du premier axe, c'est la sensibilisation et la communication. Alors, parmi les interventions stratégiques, 1, la sensibilisation du grand public avec la production de spots de sensibilisation éducative, de matériel médiatique audiovisuel, la diffusion de matériel de sensibilisation au niveau des collectivités. Vous voyez que c'est varié, les écoles, les universités, les centres commerciaux, etc. Et deuxièmement, sur le plan vétérinaire, vous allez voir qu'à chaque fois, je parlerai et de l'humain et de l'animal. Et une sensibilisation des intervenants en santé animale. Donc, quand ils disent santé animale et santé publique vétérinaire, parce qu'il y a aussi les éleveurs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle de santé animale et en santé publique vétérinaire, donc l'usage des antibiotiques pour traiter les animaux. Donc, un plan de communication avec, si vous voulez, un matériel de communication qui est spécifique à chaque intervenant. Le deuxième objectif de ce premier axe, c'est le renforcement des connaissances, notamment, c'est essentiellement la formation.
Ce qui a été proposé comme intervention stratégique, c'était la mise à jour des programmes des études médicales, dentaires, pharmaceutiques, vétérinaires, paramédicales, les écoles d'agriculture, les instituts d'industrie alimentaire. C'est un petit peu d'introduire le module, notamment le module de l'antibiorésistance et de l'usage des antibiotiques dans le cursus de ces étudiants-là. Mais aussi l'intégration des modules sur la résistance antimicrobienne dans les programmes de développement professionnel continu, tant chez les médecins que le paramédical pharmaceutique. Pareil, c'est ambitieux ce qu'on avait proposé, mais c'était d'essayer d'intégrer déjà quelques notions sur la résistance antimicrobienne et les antibiotiques déjà au niveau scolaire. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est d'essayer d'intégrer la formation sur cette résistance, donc tout le module, dans les critères d'accréditation des facultés, des instituts paramédicaux et des différentes structures de soins. Le troisième objectif de ce premier axe, je rappelle, qui est essentiellement la sensibilisation et la formation, c'est le changement de comportement. On sait tous que le plus difficile à faire, c'est changer le comportement de la personne. Et c'est pour ça qu'on s'était proposé de faire un bon plan de plaidoyer auprès des décideurs et des secteurs concernés, moyennant quoi? Moyennant un plan de changement de comportement qui serait basé sur les données qu'on aurait reçues à travers une enquête sur les facteurs comportementaux donc liés à l'usage des antibiotiques. Et là, on s'est dit, à partir de ces données, on va pouvoir orienter le contenu du message que l'on doit faire, que l'on doit communiquer à ces populations. Nous passons à l'axe 2, je rappelle, qui est celui de la surveillance de la résistance bactérienne et de la recherche. Alors, par rapport à cet axe 2, le premier objectif, c'est d'élaborer un système national de surveillance et de suivi de la résistance. Alors, pour ce faire, c'est la création d'un centre national de coordination. C'est quoi ce centre national de coordination? C'est un centre qui comprend un comité multidisciplinaire, toujours multidisciplinaire, parce qu'il va y avoir un épidémiologiste, un membre du laboratoire national de référence, un microbiologiste, un clinicien et un médecin vétérinaire. Donc voilà, ce comité-là, on va voir quelques-unes des missions de ce centre national de coordination. On va voir que c'est un petit peu le dynamo de ce système de surveillance des résistances bactériennes. Parmi les missions de CNC, planifier et superviser le programme national de surveillance des résistances bactériennes, la coordination de la surveillance de cette résistance entre les trois secteurs, humain, animal et au niveau de l'environnement, le recueil et la gestion des données des résistances bactériennes qui proviennent des différents laboratoires de microbiologie des structures sanitaires, d'analyser ces données, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument un clinicien dans ce comité, donc l'analyse des données en fonction des données cliniques et la prise de décision en cas d'alerte, et surtout de notifier nos données nationales au GLAS, à ce système donc, de notification des résistances bactériennes, et toujours en étroite collaboration avec le laboratoire national de référence. Alors, un autre objectif, la mise à niveau des laboratoires. Et je vous rappelle que ce plan que nous avons élaboré, c'est vrai que ce n'est pas du copier-coller par rapport au plan de l'OMS, mais c'est un plan qui a été un petit peu adapté à nos spécificités, à nos insuffisances, etc. La mise à niveau des laboratoires qui s'imposait, tant en santé humaine que vétérinaire. Alors, parmi ces interventions, comme nous avons proposé ce CNC, là, c'est un laboratoire national de référence qui existe déjà, qui est dirigé par le professeur E.M. Botiba. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ce laboratoire national de référence, on va voir ses missions. Mais ce qui est important, c'est que ce laboratoire va pouvoir travailler avec les différents sites de surveillance. Lesquels sites de surveillance, qui sont au nombre de 11 chez nous, vont travailler avec les autres laboratoires, donc tout autour. Et désigner ces sites de surveillance, pareil, dans le domaine vétérinaire. Donc, il faut que ce soit fait aussi au niveau du domaine vétérinaire. Et surtout, ce qui est important, c'est de créer un système de notification de ces résistances bactériennes, toujours humaines et vétérinaires, et en mettant à jour, bien sûr, les laboratoires existants. Et je sais qu'on a beaucoup à faire par rapport à nos laboratoires. Je parle sous le contrôle de nos amis microbiologistes. Alors, ce laboratoire national de référence dont je viens de parler, il a un rôle
très important. D'ailleurs, j'avais dit qu'un membre du LNR doit faire partie du CNC. Alors, pour sa composition, il n'y a rien de spécial, c'est des microbios, un scientifique, un biostatisticien, des techniciens en biologie et bien sûr le secrétariat. Alors, quelles sont les missions de ce laboratoire national de référence? Du moins, parmi ces missions, c'est la promotion, c'est un petit peu grosso modo, c'est l'appui technique aux autres laboratoires. La promotion de bonnes pratiques au niveau des labos de microbio, leur appui technique dans le système de surveillance, le renforcement de capacités par la formation et la supervision, la participation à des systèmes de contrôle qualité externe et surtout en faisant des tests de confirmation de résistance pour certaines souches qui poseraient problème à ces différents laboratoires. Bien sûr, à l'activité de recherche. Et pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce LNR travaille en étroite collaboration avec le Centre national de coordination. Alors, autre objectif, c'est la recherche épidémiologique, bien sûr. Et dernier objectif, c'est le contrôle qualité, en renforçant le système contrôle qualité, en dotant ce système de ressources humaines, la formation et le matériel nécessaire. C'était pour le second axe. Le troisième axe, c'est réduire l'infection, essentiellement l'incidence de l'infection. Alors là, ça va être les infections associées aux soins et les activités en milieu communautaire qui reposent essentiellement sur la vaccination. Donc là, grâce à des mesures efficaces d'assainissement, hygiène et la prévention. Alors parmi ces interventions stratégiques, c'est la mise en place d'une structure nationale IPC ou de contrôle et de prévention des infections associées aux soins, en généralisant les services d'hygiène et de sécurité de soins, et surtout l'élaboration de guides et procédures qui sont relatifs à cette PCI, et la formation et le renforcement des capacités en matière donc, de protection et de contrôle des infections des professionnels de santé en formation en exercice. Donc, il y a le CNC pour le deuxième axe avec le laboratoire national de référence, et pour cet axe, le troisième axe, la prévention des infections associées aux soins, donc une structure nationale qui va chapeauter ce que j'ai appelé, moi, les mini-IPC au niveau des structures sanitaires qui auront été formées. Alors, cette structure nationale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va surveiller essentiellement les infections associées aux soins, avec la mise en place d'un réseau national de surveillance des infections associées aux soins, des enquêtes de surveillance, on en a déjà fait à l'échelle nationale, on en a eu pratiquement deux enquêtes ponctuelles qu'on a faites, le guide de surveillance des infections associées aux soins, le protocole de signalement et de transfert des patients porteurs de BMR, et surtout et toujours ce tiroir de formation qui est toujours là. Et le suivi et l'évaluation doivent être assurés moyennant des audits réguliers et selon des indicateurs de suivi. Alors, j'ai mis en bleu un peu plus clair pour distinguer les actions vétérinaires. J'ai beaucoup appris en côtoyant les vétérinaires dans l'élaboration de ce plan. Alors, ce qu'ils proposent, c'est renforcer la biosécurité en milieu vétérinaire. Alors, le renforcement des mesures zootechniques. Pour eux, c'est la sensibilisation des éleveurs parce qu'on a de gros problèmes au niveau des éleveurs, les chartes sanitaires, l'indemnisation, etc. La réduction de la contamination de l'environnement, là aussi, ils proposent beaucoup d'activités. Et comme autre objectif toujours relatif à la santé animale, c'est le renforcement du réseau de l'épidémiosurveillance vétérinaire. Alors, un autre objectif, donc là, tout ça, on est dans le troisième axe, on vient de parler des infections associées aux soins. Ailleurs, en milieu communautaire, ce sont les vaccins. Donc, promouvoir la vaccination, tant dans la collectivité que dans les structures sanitaires, et surtout en milieu vétérinaire. Et là aussi, on a de gros problèmes de vaccination en milieu vétérinaire, donc améliorer la disponibilité et optimisation de leur usage. Le dernier axe, c'est l'axe 4, c'est la rationalisation de l'usage des antibiotiques en santé humaine et animale. Alors, comme premier objectif, c'est garantir un accès continu à des antibiotiques donc de bonne qualité en santé humaine et animale. Alors pour ce premier volet qui concerne les antibiotiques à l'usage humain, c'est le renforcement des procédures d'enregistrement et de suivi des médicaments, le post-marketing en santé humaine. Nous avons la direction de la pharmacie et du médicament qui s'occupe de ces étapes-là. La clarification des procédures d'enregistrement des médicaments vétérinaires aussi. Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement
y compris le système d'achat, de distribution et de gestion. Et pour tout ce qui est de l'usage vétérinaire, c'est améliorer l'accès aux antibiotiques et surtout améliorer l'accès aux antibiotiques à usage humain en révisant tout ce qui est nomenclature en fonction des résistances bactériennes actualisées, des protocoles thérapeutiques, des nouvelles molécules. Donc tout ça, c'est par rapport à cet accès continu aux antibiotiques. L'autre objectif, c'est le suivi régulier de la consommation. Et là, on a beaucoup travaillé avec l'OMS pour avoir un logiciel pour pouvoir mieux suivre la consommation des antibiotiques en santé humaine et animale. Alors, par rapport à ce suivi de la consommation, la mise à niveau d'un système de surveillance de consommation, et là, on est en train de l'appliquer. La mise en place d'un système de mesure et de surveillance de la consommation de la matière première, là aussi, on a un petit souci, importée, et des produits importés et fabriqués surtout en usage vétérinaire, et établir une méthodologie de collecte qui soit interprétable de la consommation d'antibiotiques. En santé humaine, c'est la promotion, et là on y vient, c'est la promotion de stewardship programme dans les structures de soins. Là, pareil, on est en train d'implémenter ces programmes avec le soutien de l'OMS. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un workshop ensemble. Donc on est en train de l'installer au niveau des structures sanitaires. Donc ce qu'il faudrait, c'est institutionnaliser ces comités de stewardship et qu'il faudrait les réglementer, donc avec des tests réglementaires, bien sûr définir la composition de leur mission et surtout en établissant des mesures restrictives pour certains antibiotiques, c'est-à-dire donc cette liste limitative. Toujours dans le cadre de cet usage rationnel des antibiotiques, c'est établir des protocoles thérapeutiques. Nous, on a beaucoup de protocoles thérapeutiques en matière d'antibiothérapie, mais ce qui reste, c'est de les finaliser, c'est de les actualiser en fonction des nouvelles données de la résistance bactérienne. Veiller à, bon, il ne s'agit pas d'avoir un protocole, de le diffuser, mais il faut veiller à l'application des protocoles, tant en milieu public que dans le secteur privé. Limiter, ça c'est important, limiter l'utilisation des antibiotiques en milieu communautaire et structure de soins. Alors, notre gros problème en Tunisie, c'est l'automédication. Quiconque peut se présenter dans une pharmacie, il peut se procurer l'antibiotique qu'il veut. Donc là, on est en train d'agir là-dessus, et pourtant, ce n'est pas du tout recommandé, et c'est même banni. Donc l'automédication, la réglementation de délivrance non autorisée, malheureusement, on a beaucoup d'antibiotiques qui sont délivrés sans ordonnance. Et au niveau des structures de soins, on avait proposé donc la mise en place de référents et d'équipes mobiles. Alors, au niveau animal, c'est la limitation, bien sûr, de l'utilisation des antibiotiques. Et eux, ils dressent ce qu'on appelle une liste d'antibiotiques critiques. La distribution des antibiotiques en milieu vétérinaire n'est pas du tout sécurisée parce qu'on a le marché parallèle. Il y a la vente anarchique d'antibiotiques. Et en fait, cette vente d'antibiotiques, c'est une vente directe aux éleveurs par certains industriels. Et ça, il faut le réglementer. Réviser la législation sur la distribution du médicament vétérinaire. Là aussi, c'est en train de se faire au niveau de la direction de la pharmacie et du médicament. Ce qu'ils proposent, eux, c'est deux autres propositions, mais c'est très spécifique aux vétérinaires. Ils disent qu'ils doivent renforcer essentiellement le maillage du territoire par des médecins vétérinaires pour essayer d'agir sur la prévention et la réduction des infections. Et enfin, la mise à jour d'une réglementation sur les compléments alimentaires, les produits nutritionnels, additifs alimentaires. Donc tout ça, c'est vraiment spécifique à la santé animale et comme elle est très liée à la santé humaine, donc ce sont leurs propositions. Alors, deux mots, où est-ce qu'on en est par rapport à notre plan? Il est bien ambitieux avec ces 4 axes, où est-ce qu'on en est? Alors, ce qui est bien, nous avons déjà un budget qui a été alloué par le ministère des Finances pour pouvoir implémenter les activités de ce plan. Il y a eu 3 points focaux qui ont été nommés en santé humaine, en santé animale et par rapport à la surveillance de la résistance antimicrobienne. Nous sommes inscrits donc, au Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, donc le GLAS, depuis 2016. Donc nos données, vous pouvez les avoir sur le GLAS, nos données annuelles. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Pour l'axe 1, on a déjà fait une enquête. Rappelez-vous que l'axe 1, c'était la sensibilisation, grand public.
On a déjà fait une enquête destinée au grand public pour évaluer le degré de connaissance des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Vraiment, on était un peu choqués parce qu'il y avait des niveaux de connaissances qui étaient très bas, erronés, etc. Donc on s'est dit, à partir de là, on mène nos campagnes de sensibilisation. L'axe 2, on a désigné déjà un laboratoire national de référence et on a fait sa mise à niveau. Il est là, le laboratoire national de référence, c'est déjà un acquis. L'achat de matériel informatique et d'autres équipements sont en cours. 11 laboratoires de microbiologie par rapport à la surveillance des résistances bactériennes ont été désignés, avec déjà une auto-évaluation qui a été faite par rapport à ces 11 laboratoires. Par rapport à l'axe 3 qui concerne l'IPC, la prévention et le contrôle des infections au milieu de soins, il y a eu la rédaction du guide de prévention et de contrôle de ces IAS. On a réalisé 2 enquêtes, donc 2 PPS, donc deux enquêtes de prévalence ponctuelle en 2019. Par rapport à l'axe 4, je rappelle qu'il y a l'usage rationnel des antibiotiques, tant en milieu humain qu'animal, le renforcement des procédures d'enregistrement et de suivi des médicaments, y compris le post-marketing, c'est bon, c'est en train d'être fait. L'enregistrement des médicaments humains et vétérinaires, pareil, le guide a été déjà établi. Par rapport à la bioéquivalence, pareil. L'arrêté de priorisation par rapport aux AMM, pareil. Et la mise à jour des protocoles thérapeutiques qui est en cours. Les protocoles, comme je l'ai dit, sont là, ils sont en train d'être finalisés. Et on est en train d'implémenter progressivement les programmes de stewardship. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. C'est vrai qu'il y a des activités qui ont été réalisées, mais beaucoup de travail reste à faire. Il faut une continuité, parce que malheureusement, on a eu une instabilité ministérielle. D'ailleurs, pour signer notre plan, on a attendu pratiquement une année ou plus, parce qu'à chaque fois, on a eu à avoir pratiquement 2 ou 3 ministres de la Santé en une année, donc ça n'arrange pas les choses. Ensuite, il y a eu la Covid. Donc c'est pour ça que je parle de continuité, de persévérance. Il faut qu'on persévère. Il faut que plusieurs secteurs soient impliqués. Il n'y a pas que le ministère de la Santé, parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture, parce que jusque-là, tout ce que je vous ai rapporté, ça a trait essentiellement au ministère de la Santé, donc c'est uniquement l'humain. Toutes les activités, c'est nous qui les avons proposées, mais au niveau vétérinaire, rien, pas encore. Même les laboratoires n'ont pas été mis à niveau. Et l'engagement politique qui est le plus important à mon sens. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Triwili. Je commence par saluer notre maître, professeur Jalel Boukadida, qui vient de nous rejoindre. Professeur Boukadida est le chef de laboratoire de microbiologie du CHU Farhat Hached. Et c'est avec un plaisir et un honneur que je sois à côté de lui. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Allez. D'abord, première chose, je pense qu'il y a un truc très important dans ce que vous nous avez dit, et j'en parle d'expérience parce que j'ai été au comité de pilotage du plan antibiotique en France pendant plus de 10 ans, c'est le fait d'avoir un seul plan en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Aujourd'hui en France, on a toujours 2 plans, et là, c'est un peu difficile, les échanges et les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, parce que ça dépend de 2 ministères différents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que il y a tout, je veux dire, tout est prévu. Après, ça me semble difficile de tout faire en même temps. Il y a des trucs qu'il va falloir prioriser dans les axes, hein, avec quelque chose qui est difficile à faire, hein, qu'on a eu du mal à faire en France. Il a fallu créer des postes d'hygiénistes. Ça a été fait assez facilement parce que c'était il y a 25 ou il y a 30 ans. Et puis ça a été un peu plus compliqué, alors que c'était quelque chose qui était demandé depuis presque une dizaine d'années par le plan antibiotique. Ça a été créé ce qu'on a appelé les équipes mobiles d'infectiologie, qui, à mon avis, aujourd'hui, sont au niveau de la structure hospitalière. Alors après, je ne sais pas comment on peut les organiser en fonction de la taille des hôpitaux, mais qui sont quelque chose de fondamental. Quand vous êtes infectiologue et que vous arrivez à discuter et à infléchir les prescriptions, alors je dis n'importe quoi, mais moi, ça a été un de mes problèmes, des urologues ou des pneumologues, ça veut dire que vous êtes un peu sur la bonne voie. Voilà. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Bernard, mais je pense que c'est bien, hein, mais c'est vrai que votre dernière diapo, c'est difficile, c'est compliqué. Ouais. On a l'impression que ça ne marche pas. Et puis en fait, si, il y a des trucs qui se passent. Il se passe des trucs en permanence, il se passe des machins, mais
mais c'est long et c'est difficile. Merci beaucoup. Et pourtant, ça n'est pas du tout permis. Ça n'est pas du tout permis par la loi. Ça n'est pas du tout permis. Et généralement, ce qui se passe, c'est au niveau des officines, il y a les préparateurs ou les assistants des pharmaciens qui se permettent de délivrer les antibiotiques. Et là, et pourtant c'est réglementé, là, il y a des textes réglementaires et les pharmaciens le savent. Alors, pour répondre à vous, c'est par rapport aux techniciens, aux hygiénistes. En Tunisie, on a les techniciens en hygiène. Donc, déjà, depuis la nuit des temps, on a toujours eu des techniciens. Donc, chaque hôpital est doté d'un service d'hygiène avec des techniciens hygiénistes. Donc là, c'est déjà un acquis par rapport à ça. Mais sinon, c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire. Alors pour la priorisation, oui, certainement. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est l'usage rationnel des antibiotiques, etc. C'est le 4e axe qu'on est en train sur lequel on est en train de travailler. Et aussi l'IPC. Et en parallèle un petit peu, comme vous le voyez, parce que c'est des choses qui vont de pair. Je reviens sur ce que dit Bernard, qui est le problème de l'automédication. Moi, perso, j'en ferais la priorité des priorités. Quand on sait je suppose que c'est comme en France, hein, c'est-à-dire 80% de la prescription des antibiotiques, elle est en ville, hein, elle n'est pas à l'hôpital, elle est quelque part en ville. Et je pense que la priorisation des priorisations, c'est d'essayer de limiter l'automédication. Problème qu'on a eu aussi, hein, nous, avec les gens qui stockaient des antibiotiques, parce qu'on vend pour 10 jours sur un traitement qui a été prescrit de 5 jours, donc il en reste 5 jours, et on reprend des antibiotiques, c'est quelque chose qui existe aussi. Mais la grande différence, c'est que c'est impossible aujourd'hui d'avoir des antibiotiques délivrés sans ordonnance médicale. Et moi, je pense que j'en ferai la priorité des priorités, mais ça, c'est une vraie décision politique. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut un engagement politique dans tout ça. Je vous remercie. Oui, Adnan. Juste, je voudrais ajouter, parce que pour aller dans le même sens, c'est que même dans le plan tunisien, l'axe 1, c'est un axe qui est consacré à l'éducation, à la sensibilisation et l'automédication. La lutte contre l'automédication fait partie essentiellement de cet axe-là. Donc c'est le premier axe. Moi, je veux parler de l'axe 2. Il y a eu une enquête, excuse-moi, l'enquête que j'ai précisée au niveau de l'axe 1. On a déjà fait une enquête là-dessus, par rapport à l'automédication, par rapport à... Et c'est pour ça que je vous dis, on a des résultats effarants. Malheureusement, ce qui nous manque, c'est une stratégie je dirais, pas de sanctions, ou bien des textes de loi qui doivent être tout d'abord légiférés, la première chose, puis appliqués. Donc, en l'absence de textes de loi, il est pratiquement impossible de lutter contre l'automédication. Ça, juste pour ce point-là. Mais je reviens à l'axe 2. L'axe 2, c'est là où il y a la résistance aux antibiotiques. S'il y a un élément essentiel et fondamental dans tout plan qui vise à améliorer et à bien utiliser les antibiotiques, c'est l'axe laboratoire, l'axe diagnostic biologique. Et dans cet axe-là, nous sommes encore dans une situation qui est un peu pas tout à fait harmonieuse, pas tout à fait standardisée, avec des problèmes pas d'approvisionnement essentiellement, surtout ces dernières années, de disponibilité de disques antibiotiques, de milieux de culture, tout ceci, c'est fondamental. Il faut que ça soit pris en charge au niveau central, au niveau du laboratoire national de référence, au niveau du centre national de coordination, et pas uniquement, et là juste une remarque, pas uniquement rechercher les résultats pour donner qu'est-ce que nous avons comme résistance antibiotique. Il faut aller chercher en profondeur parce que ce n'est pas uniquement la résistance antibiotique qui nous intéresse, c'est valider ces résultats et avoir des données valides, juste réelles, pour que ce ne soit pas des données complètement aberrantes, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord pour tout ce qui est glace, parce que dans le global, dans la surveillance qui est faite par l'OMS, on cherche des antibiotiques qui sont classés priorité au niveau international. Ce n'est pas ça qui nous... Parce qu'en Tunisie, ce n'est pas la même chose que le Burkina Faso. Je m'excuse, donc je ne veux pas parler de... Mais en Tunisie, nous avons des équipes de microbiologie qui sont des équipes performantes, qui sont capables de faire tout ce que vous voulez
Sauf qu'il faut avoir les moyens parce qu'il n'est pas normal de copier, de nous donner ce qui existe dans le glace pour l'appliquer en Tunisie. J'aurai une réflexion après. Allez-y, docteur. Juste, je Il voudrais, y a je pas de voudrais aller souci. complètement dans son sens. Et je crois que l'intervention de Thierry Nas hier, qui est un microbiologiste de Paris, hein, qui a expliqué qu'en termes de méthode de diagnostic rapide biologique, tout coûtait pas forcément très très cher, qu'il y avait en particulier des méthodes colorimétriques qui coûtaient, il a dit 0,20 centimes d'euros, hein, le diagnostic pour entre autres la détection des carbapénémases. Alors c'est pas des trucs qui sont fiables à 100%, mais c'est une telle façon de dépister les choses que c'est super important. D'autre part, moi je vais vous dire ma position de clinicien, réanimateur, qui a été pendant 10 ans au comité de pilotage du plan antibiotique, c'est qu'on a l'impression que, moi j'ai eu l'impression en tout cas que une partie du travail qui a été fait, c'était pour qu'on soit content parce qu'on était capable de donner des chiffres et qu'on donnait des chiffres à l'Europe, on donnait des chiffres à l'OMS, on avait des taux d'incidence, etc., mais que ça a été très très difficile de faire changer les trucs derrière. Et que finalement, une bonne partie du travail qui a été fait, c'était du travail qui a été fait pour faire, entre guillemets, parce que je ne trouve pas une expression, faire plaisir aux gens qui nous dirigeaient pour leur montrer qu'on faisait quelque chose. Mais ça a été assez difficile d'arriver à des choses complètement qui ont eu une vraie efficacité sur le terrain. Juste une petite réflexion, deux choses. La microbiologie, c'est fondamental pour avoir aussi des données épidémiologiques fiables, etc. Mais ce qui génère de manière massive l'antibiorésistance, c'est l'automédication dans un contexte probabiliste où les gens, évidemment, ne font pas de bilan sanguin. Ils toussent, ils crachent, ils sont encombrés, Absolument. ils vont chercher des antibiotiques, point barre, et la microbiologie est complètement chuntée de cette affaire-là. Le deuxième point qui est essentiel au plan santé publique et économique, c'est que pour lutter contre l'automédication, il faut de la prescription médicale, il faut que la prescription médicale soit remboursée, prise en charge dans un contexte sociologique difficile où les gens, s'ils doivent payer le médecin puis payer le pharmacien, ils iront directement au pharmacien. C'était leur réflexion d'ailleurs. Dans l'enquête qui a été faite, c'était ça un peu. Hein, je n'attends pas le rendez-vous et puis ça chiffre, etc. Donc ils vont directement. Mais c'est au pharmacien de ne pas délivrer juste. Pour vous donner, pour confirmer ce que tu dis, on a fait une fois un workshop, on l'a organisé pour les urologues par rapport à l'usage des fluoroquinolones. Je vous assure que ça a été des conférences bien étudiées, etc. Ils étaient contents. Et derrière, ils parlaient déjà, parce qu'ils ont reçu un coup de téléphone, des urologues qui avaient reçu un coup de téléphone, tu le mets sous ciprofloxacine, etc. Je vous assure donc, vous voyez, changer de comportement, monsieur Lambda, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'un médecin, un spécialiste à qui on vient de dire éviter les fluoroquinolones en première intention, en monothérapie, etc., et c'est comme si de rien n'était. Juste après, il dit donnez-lui des fluoroquinolones. Mais moi, je pense que l'effort, il n'est pas à faire sur les médecins qui sont aujourd'hui formés, parce que ça sera excessivement difficile de leur faire changer de pratique. Et pour revenir sur les urologues, c'est beaucoup plus facile de traiter, entre guillemets, avec les urologues qui sont en formation, c'est-à-dire les internes et les chefs de clinique, pour leur apprendre les bonnes pratiques que sur le chef de service du service d'urologie de Cochin. Hein. C'est clair et net. Hein. Lui, on ne va pas lui faire changer ses pratiques. Donc, la façon d'arriver à modifier, c'est de travailler avec ceux qui sont en cours de formation, les internes et les chefs de clinique. Et c'est pour ça qu'on voulait introduire ça dans le cursus, justement, des étudiants en médecine, etc. Ouais.